Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV où il sera question de politique aux États-Unis. La Chambre des représentants vit un épisode inédit. Pour la première fois depuis un siècle, les élus américains échouent à élire un président à la tête de la Chambre des représentants dès la première session. Pourtant, favori de son parti qui est, rappelons-le, majoritaire à cette Chambre, le républicain Kevin McCarthy n'a pas pu bénéficier des voix de certains membres de son propre camp. Mais cet épisode est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt le signe d'une mini-révolution au sein du Parti républicain à moins d'un an de la présidentielle américaine. Pour nous expliquer les tenants et aboutissants de cette situation inédite, j'ai le plaisir de recevoir l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonjour Calvin Dark, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, à chaque nouveau congrès, donc ces représentants élus élisent à leur tour leur président, le speaker, ce qu'on appelle le speaker parmi une liste de candidats qui sont choisis en amont par ces partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Alors, le speaker doit ensuite obtenir la majorité des voix de la part des 435 représentants. Pourquoi, au sein des républicains, on bloque l'élection de ce speaker, de ce candidat qui est pourtant favori, Kevin McCarthy? Le problème, c'est que l'ancien président Trump, c'est qu'il y a une vingtaine des membres du Congrès du Parti républicain de l'extrême droite qui sont très fidèles à Trump. Et pour eux, Kevin McCarthy représente l'ancien modèle de leadership républicain dans le Congrès. Alors, il n'y a pas une question sur les enjeux ou peut-être les positions politiques, c'est la façon de diriger le Congrès. Que Donald Trump n'est pas d'accord avec Mitch McConnell, par exemple, qui est leader des républicains au Sénat, parce qu'il est très de vieille école, comme on dit. Alors, le problème, c'est que c'est vingtaine, parce qu'il n'a pas une majorité, je crois que 5. Alors, avec une vingtaine, il ne peut rien faire. C'est pour ça que nous avons cette impasse. Alors, ce groupe-là, donc, avec à sa tête Matt Gaetz, n'a pas vraiment de revendications concrètes. Alors, selon vous, quelles sont les revendications de Gaetz? Au-delà des platitudes. Selon ce qu'on dit à Washington, c'est que pour Matt Gaetz, il n'a pas reçu le poste qu'il voulait sur une commission au Congrès. C'est pour ça qu'il a dit que c'est non à Kevin McCarthy jusqu'à le 5e vote, le 10e vote. Mais le problème, c'est que maintenant, pour les règles au Congrès, si le Speaker, s'il y a un vote et il n'a pas le soutien dans son parti, il ne laisse pas les autres voter. Même s'il y a un parti qui veut voter pour quelque chose, ça s'appelle the Hastert rule. C'est-à-dire que si le Speaker est celui qui décide qui va voter, quand on va voter, et c'est pour ça que les démocrates, quand ils ont au pouvoir, ils ne laissent pas les votes pour les projets républicains et vice-versa. Les vingtaines de républicains Trump veulent changer ça. Et en fait, il veut une règle avec un membre du Congrès sur 435 pour avoir un vote pour virer le Speaker. Alors, ça, c'est vraiment un chaos, catastrophe. Et c'est pour ça qu'il y a ces négociations pour ces règles, pour vraiment diriger le business de la Chambre des représentants. Le président Biden a déclaré qu'il était embarrassant qu'un président n'ait pas été choisi avec le reste du monde qui regarde aujourd'hui. Il a également déclaré que le vote retardé n'était pas son problème, que ça dépend de la Chambre des représentants. Alors, pour nous rapprocher peut-être même davantage de ce poste de speaker, si le président dit qu'il était toujours en mesure d'exercer ses fonctions présidentielles, alors quelles sont les prérogatives et les missions d'un président de la Chambre des représentants si les affaires sont traitées même s'il n'y en a pas? Le job le plus important pour le speaker, c'est que, par exemple, la politique étrangère, c'est de Biden, OK? Pour les traités ou des autres législations, il faut la Chambre des représentants et le Sénat. Mais la Chambre des représentants, il contrôle la bourse, comme on dit, les fonds.
C'est-à-dire même si... un peu le comptable. Comptable, oui. Même si Biden veut faire quelque chose pour l'Ukraine, par exemple, il peut faire des déclarations, il peut faire des accords, mais pour dépenser $1, il faut passer par la Chambre des représentants. Alors ça, c'est vraiment le pouvoir. Ça, ça fait partie du vote de la Chambre des représentants sur les budgets. Sur le budget. Mais comment le speaker peut jouer un rôle là-dessus, là-dedans? Par exemple, en décembre, avant ce nouveau congrès, oui. nous avons notre budget. Et dans notre système, si le congrès n'approuve pas un budget, il y a un impasse dans le gouvernement. To stop, OK? Merde. Kevin Comme McCarthy. ce qui s'était passé avec Trump quand il y a eu le shutdown. Oui. Et c'est-à-dire que les gens qui travaillent pour le gouvernement ne reçoivent pas leur salaire. Absolument. C'est tout ça. Kevin McCarthy voulait avoir cette bataille en janvier, d'avoir 2 semaines d'impasse du gouvernement pendant les jours fériés pour avoir un avantage dans les négociations. C'est-à-dire, ce septembre, quand il faut, encore une fois, avoir un budget, si les républicains, dirigés par, peut-être, Kevin McCarthy, s'ils ne veulent pas donner leur soutien au budget du président et du Sénat, ils peuvent stopper tout. Il n'y a pas une obligation d'avoir un budget. Et pour eux, ils ont dit qu'ils peuvent attendre 1 mois, 2 mois pour vraiment obtenir leurs objectifs. Ça, c'est vraiment un jeu dangereux pour le peuple américain. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, quand même, il joue un rôle central, ce speaker. Oui. Il est à la 3e position après la vice-présidente Kamala Harris. Oui, et ça c'est pourquoi cette situation, ce n'est pas juste une bataille politique, c'est dangereux. Maintenant, s'il y a un problème, nous n'avons pas un Speaker of the House qui est, comme vous avez dit, après la vice-présidente. Autre chose, s'il y a une urgence aux États-Unis, peut-être une urgence à l'étranger, où il faut avoir l'approbation des 2 parties du Congrès, le Sénat et la Chambre. Maintenant, sans un speaker, les nouveaux élus n'ont même pas le droit de prêter serment. Alors, c'est-à-dire, pendant ces jours, on n'a pas un gouvernement qui fonctionne comme il faut. Oui, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de ces prises de position, notamment sur la politique américaine, de la politique étrangère américaine, ce qui me rappelle cette prise de position de Nancy Pelosi, qui avait visité Taïwan, où la position américaine officielle n'était de ne pas intervenir dans ce conflit entre la Chine et Taïwan. Maintenant que c'est un républicain, peut-il agir aussi sur le plan international, contrairement à la politique américaine et contrairement à la politique du président et de son cabinet ou encore même du département d'État? Oui, le problème va être aussi cette partie du Parti républicain extrême droite. Parce que les républicains sont dit mainstream, c'est modéré. Comme Mitch McConnell, même Kevin McCarthy parfois, même s'ils ne sont pas d'accord avec Joe Biden, pour ce qui concerne la Chine, ils vont continuer la politique, ils ne vont pas vraiment bouleverser ce que Nancy Pelosi a fait, mais cette partie de l'extrême droite, ils ne veulent pas des engagements à l'étranger, ils ne comprennent pas pourquoi on négocie avec la Chine et avec la Russie, ils veulent couper tous les liens, même avec les conséquences économiques majeures. Alors ça va être un problème pour nos engagements avec nos alliés et aussi avec les pays comme la Chine et la Russie. Il y a un autre dossier, celui de la migration. C'était le 27 décembre dernier. La Cour suprême américaine avait donné raison aux gouverneurs républicains inquiets d'un afflux de migrants. D'ailleurs, le président avait appelé à une réforme sur cette question migratoire. Comment ce dossier épineux de la migration peut-il évoluer en 2023, en sachant que le président Biden pourrait, ou l'a dit en tout cas, avoir l'intention de se rendre à la frontière avec le Mexique? Et autre fait inédit, justement, ce blocage à la Chambre des représentants. Ça, c'est une situation très dangereuse qui existe depuis plusieurs présidents, de Bush, Obama, Trump et maintenant à Biden. J'étais à Washington, D.C. pour la veille de Noël, OK?
le gouverneur de Texas, Greg Abbott, il a envoyé un autocar de plein des immigrés juste devant la résidence de la vice-présidente. Quand il faisait à peu près 0 degré à Washington, il y avait un froid, il y avait des tempêtes. Ça risque vraiment les vies de ces immigrés parce que c'est une manœuvre politique de ces gouverneurs républicains de souligner le problème d'immigration. Alors, l'immigration, c'est une des priorités des républicains dans la Chambre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des projets de loi qui peuvent avoir le soutien des républicains et démocrates et la Maison-Blanche. Et ça, c'est pas nouveau. Même pendant le mandat d'Obama, il a essayé de faire sans succès. Je crois que ce qui va se passer, c'est que les républicains dans la Chambre, ils vont dire que pour avancer les autres projets de Biden, il faut adresser le problème à la frontière parce qu'ils veulent les images de Biden là-bas en El Paso, Texas, avec les immigrés là-bas. Alors, ça va être vraiment un point sensible pour l'agenda de Biden et aussi pour les républicains dans la Chambre. Mais c'est un passe à la Chambre des représentants à élire, en tout cas cet épisode quand même inédit, une première depuis 100 ans, depuis 1923, à élire le président de la Chambre des représentants. Est-ce une aubaine? Est-ce une bonne chose pour le président Biden, pour le camp Biden? Oui, purement politiquement, c'est bien pour Biden parce que jusqu'à 2024, on sait déjà c'est quoi le deuxième jour de leadership républicain à la Chambre et ils n'ont même pas choisi leur leader, même les commissions. Alors, si pendant 2 ans, si Biden peut souligner que les républicains ne peuvent pas mener le pays à la Maison-Blanche et le Sénat parce qu'ils ne sont pas d'accord même entre eux pour leur leadership à la Chambre, ça c'est vraiment un argument gagnant pour les élections pour 2024. Ça va être intéressant pour Trump aussi, parce que Trump, son objectif, c'est de pousser le Congrès de faire obstacle à tout que Biden veut faire, parce que ça, c'est un bon message pour lui, pour sa campagne en 2024, mais c'est pas bon pour le peuple américain. Oui, mais on a l'impression aussi que c'est un autre épisode où Donald Trump tire à blanc. Est-ce que son pouvoir diminue à ce point? Est-ce que cela ouvre aussi la porte à d'autres candidatures, à d'autres noms qui peuvent porter les couleurs républicaines en 2024? Il va essayer. Mais hier soir, quand je regardais le débat, j'ai pensé à la ligne du film où Trump c'est les monstres que Trump a créés. C'est-à-dire que Lauren Boebert, membre du Congrès de l'État de Colorado, Trump avait dit sur les médias sociaux, il faut soutenir Kevin McCarthy, OK? Exact. Oui. Elle est très, très fidèle à Trump. Elle a dit pendant son discours, Trump, tu as tort. Il faut appeler Kevin McCarthy pour lui dire qu'il ne faut pas se présenter pour le président à la Chambre. C'est ces monstres qui sont fidèles à Trump. Et même, elle a dit, il est mon président préféré de tous les présidents américains. Alors, il a l'influence, mais les républicains se rendent compte que pour gagner, il faut changer la direction du parti, mais ils ont peur. Plus à droite ou plus vers le centre? La droite. La droite comme... Enfin, extrême droite, voilà. Extrême droite. Par exemple, avec Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Il a ses chances pour devenir... Bon, il a raflé son siège de gouverneur de l'État de Floride. C'était un raz-de-marée rouge en Floride. Est-ce qu'il a ses chances pour briguer la présidence pour le bureau ovale? Il a plus de chances que Trump, parce qu'ils ont le même agenda, mais Ron DeSantis est très fort. Je crois qu'il est diplômé de Harvard et Princeton. Alors, il ne ferait pas les mêmes erreurs que Trump dans son discours et ses manœuvres et tout ça. Mais Trump a une base de soutien très, très fidèle et fort au sein du Parti républicain. Alors, même qu'il n'a pas l'influence qu'il avait il y a un an,
ils ont peur de vraiment éloigner de l'ancien président, surtout parce qu'il est candidat. En fait, il est le seul candidat officiel pour le présidentiel en 2024. Absolument. Alors, c'est un peu délicat. Mais peut-être qu'il peut être lâché aussi par son parti, comme McCarthy a été lâché par son propre parti. Il y a de graves dissonances à ce point dans le Parti républicain américain, selon vous, Colvin Tork? Oui, parce que même avec Kevin McCarthy, les membres ne sont pas fidèles à Kevin McCarthy. Il n'a pas la personnalité de Trump. Parce que Kevin McCarthy a essayé d'être président de la Chambre 2 fois, exact. Je crois que depuis 2009. Alors, Trump, il peut donner des discours et avoir 20 000, 30 000 personnes. Kevin McCarthy, non. On sait qu'il sait bien les processus électoraux, comment se débrouiller en Congrès pour faire des négociations avec les différents partis de son parti, mais il n'a pas le charisme que Donald Trump. Alors, si Ce que je veux dire, en fait, je me suis peut-être mal exprimée, Colvin, c'est que, en fait, si au sein même de son parti, Donald Trump commence quand même à avoir certains ennemis, est-ce que cela peut... Bon, c'est un peu comparable à ce qui se passe avec McCarthy, même si McCarthy, peut-être qu'il ne sera pas président, certainement, il ne va pas se présenter. Mais cela prouve aujourd'hui que c'est un parti où il y a beaucoup de dissonances. Comment demain peut devenir ce parti républicain? Est-ce que c'est normal déjà? Est-ce que c'est déjà vu pour un parti d'avoir autant de divisions? Non, ce n'est pas normal. Et ce qui se passe, il y a les leaders républicains, les membres du Congrès et du Sénat, ce qu'on dit à Washington, le mafia républicain. Ils ne veulent pas que Trump se présente. Exact. Même eux qui aiment Trump, ils savent qu'il a trop de bagages, d'équipage avec lui. Mais ça, ce n'est pas la même chose de la base du Parti républicain. Okay? Parce qu'il y a un fort soutien, et même eux qui disent, OK, on a marre des histoires chaque jour de ce que Trump a dit, a fait, a tweeté, ils ne sont pas contre Trump. Ils préfèrent un autre candidat avec le même agenda. Par exemple, si Trump avait choisi un Ron DeSantis ou quelqu'un d'autre, et s'il était le faiseur de roi pour un candidat comme lui, c'est gagnant pour les républicains parce que la base, ils soutiennent Trump. C'est le leadership, l'establishment qui veulent gagner. Oui. Mais est-ce que vous pensez que justement les électeurs républicain, à cause de toutes ces divisions et surtout publiques aux yeux de tous, est-ce que ce ne serait pas un argument contre une présidence républicaine en 2024, quel que soit le candidat? Oui, ça va être un argument contre, surtout pour les indépendants. Parce que chez nous, il y a à peu près 30% pour les républicains, 35% à peu près pour les démocrates, mais les autres qui font la différence pour les élections sont les indépendants, soit les démocrates qui votent républicains et les républicains qui votent démocrates. Et pour eux, ces indépendants, même s'ils voulaient changer pendant les élections de mi-mandat 2022, maintenant qu'on y voit, les républicains même pas peuvent s'organiser pour diriger la Chambre, ils vont penser de ça en 2 ans. Alors, pour les républicains, ce n'est pas bonne chose. Pour leur base, ça ne va pas changer vraiment, mais pour les indépendants, qui c'est très important, ça va beaucoup changer, beaucoup influencer leurs décisions. Parlons à présent du nouveau président des démocrates à la Chambre des représentants, qui succède à Nancy Pelosi. C'est un modéré et c'est le premier homme noir à occuper un tel poste. Oui. Après que, bien sûr, Nancy Pelosi, en 2007, était la première femme à être élue à la tête de la Chambre, mais à diriger aussi, n'est-ce pas, son parti à la Chambre des représentants. Comment interpréter cette élection? Comme Afro-Américain, Noir-Américain, c'est formidable parce qu'il s'appelle Hakeem. OK? Yeah. D'avoir le chef du parti minoritaire dans le Congrès qui s'appelle Hakeem, et aussi, il est de New York. Il a cette personnalité new-yorkaise.
il parle avec cette personnalité. Alors, c'est pas quelqu'un de modéré. Il est très doué quand il s'agit de exprimer les objectifs du Parti démocrate, mais pas dans une façon où il s'éloigne des modérés, des indépendants. Alors, ce qu'il veut faire, c'est très de la gauche, mais il s'exprime très bien, il a une personnalité, il a la confiance des New-Yorkais, de Californie, dans le centre du pays. Alors, une chose qui est intéressante, pendant ces 6 votes pour le speaker, chaque fois, tous les démocrates, chaque année, 2012, chaque fois, ils ont voté pour Hakeem Jeffries. Alors, après 6 votes, il a reçu plus de votes que Kevin McCarthy, qui, en principe, va être le speaker. Qui, en principe, va être le principe, c'est pas sûr. On a parlé peut-être des potentiels candidats républicains. À part Trump et DeSantis, on n'a pas vraiment de noms. Est-ce qu'il y a des noms qui émergent du côté démocrate? Ça va être difficile parce que avant les élections de mi-mandat, on pensait que Biden n'allait pas se présenter. Mais en fait, les résultats, c'était historique. Et ça fait presque 60 ans que la partie en pouvoir n'a pas perdu des sièges au Sénat. En fait, ils ont gagné un siège. Et ils ont perdu la Chambre, mais par 5 sièges. Maintenant, il est inspiré, président Biden. Vous pensez qu'il va se représenter en 2024? En fait, j'en suis sûr. Malgré son âge? Malgré son âge, il a déjà 80 ans. Et le problème aux États-Unis, c'est que nous avons des autres candidats, mais ils ne vont pas dire que je peux être candidat quand Biden n'a pas dit s'il va se présenter. Et donc last minute. Enfin, ils vont peut-être présenter leur candidature à la dernière minute. Oui, et ça, c'est la lutte au sein du Parti démocrate, parce qu'il y a des démocrates qui disent que si tu vas te présenter, OK, on est d'accord, on va soutenir le président. Mais si tu ne vas pas, il faut dire ça maintenant, parce que pour trouver et pousser un candidat démocrate, il faut le temps. Parce que ici aux États-Unis, la campagne dure presque 2 ans. Mais je crois que Biden va se présenter malgré son âge. OK. On verra bien sûr comment évolueront les choses en termes de politique américaine, puisqu'on commence une nouvelle année. Je me permets de vous présenter d'ailleurs mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Mais elle commence sous des auspices quand même un peu étranges pour la politique américaine. Vous, en tant qu'analyste politique, un mot sur cette année 2023, Calvin Dork? Je crois qu'une des choses que Kevin McCarthy a dit hier soir, il a dit que la démocratie, c'est comme une soupe. Et maintenant, le public voit comment on fait la soupe. Je crois c'est bon de le faire comme ça, mais ça montre qu'il y a vraiment des discussions. Il y a vraiment les désaccords entre les membres du Parti républicain et des démocrates. Et j'espère qu'après cet obstacle, on peut arriver à un consensus où on peut adresser les problèmes comme l'immigration et les autres choses, nos engagements à l'étranger. Mais ça commence un peu dur en janvier. Merci. En tout cas, on espère des jours meilleurs. Merci beaucoup, Calvin Dork. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, c'est la fin de cette séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.